Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le débrief de l'actu revient comme tous les soirs depuis ce début de semaine, depuis lundi. Nous revenons ce jeudi 12 décembre avec une nouvelle thématique politique du mois. Mais il faut rappeler quand même que dans le fil de l'actualité, aujourd'hui 12 décembre marque la journée internationale de la couverture santé universelle et que le Cameroun n'a pas dérogé à la règle de cette célébration-là, surtout que le pays est en pleine implémentation de la CSU. Dans ce sillage-là, le ministère de la Santé a mené des activités au centre technique d'implémentation de la CSU, CISA et Toguébé, c'est à Yaoundé. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui nous viennent surtout de l'arrière-pays, des régions périphériques par rapport à la CSU, de bonne augure en tout cas ce projet pour les couches fragiles. On parle bien sûr en priorité de la mère et de l'enfant, des femmes enceintes, des personnes âgées. C'est dire que ce projet a encore de beaux jours devant lui. Mais ce n'est pas le thème qui nous retrouve ou alors qui vous retrouve chez vous ce soir. Aujourd'hui, on va parler politique avec l'ATP, l'Alliance pour une transition pacifique qui semble passer des moments troubles, une crise qui traverse cette formation politique-là, cette coalition-là, moins d'un an après son lancement. La formation qui a été lancée, initiée par Olivier Billet, le président du parti d'opposition Les Libérateurs, et qui a été construit au fil du temps avec des grandes figures, des grands leaders comme Célestin Djamen qui a prêté son aura à ce projet-là, comme Cabral Libi qui a rejoint la plateforme qui vise à terme à proposer une candidature unique pour l'opposition camerounaise en vue de la présidentielle prochaine, semble présente dans tous les cas des signes d'essoufflement. J'espère que c'est juste de le dire. Les experts de ce soir pourront me corriger si je me trompe. On parle bien sûr de Boris Billet qui est de notre ce soir, politologue, délégué sectoriel national chargé du lobbying, de la diaspora et de la coopération internationale du Parti des Libérateurs. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau après une longue période d'absence quand même. Bonsoir Janice Kamga, bonsoir à tous vos invités et à ceux qui nous regardent. Effectivement, ça fait longtemps, on ne s'est pas venu, on ne s'est pas vu, pardon, et bon, le plaisir est renouvelé de vous retrouver ici et d'échanger avec les différents concitoyens que vous avez invités. Alors, on se laisse facilement, on imagine facilement que vous allez porter la voix du Parti des Libérateurs, mais également celle, vous serez en posture de porte-parole de la coalition ATP. Pas de porte-parole, puisque la coalition ATP n'a pas un porte-parole désigné, mais peut-être comme... vous pourrez nous édifier sur... l'Alliance pour la transition politique, dont le Parti des Libérateurs en fait partie. Okay. C'est compris. Prochain protagoniste, Eric Rodrigue Montoga, acteur politique. Il est également écrivain prolixe, à son actif près de 6 ouvrages, 6 romans, j'espère que je ne me trompe pas. Il est également un expert en marketing et communication et avec lui on devrait pouvoir analyser ces dissensions qui traversent l'ATP aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Janice, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs qui nous suivent. Juste préciser que cette année, je viens juste de signer mon 8e jet d'encre, donc mon 8e roman, Asie, qui traite quelque part des difficultés que rencontrent souvent nos frères de la diaspora, voilà, victimes d'un certain nombre de discriminations liées à leur couleur de peau. Très heureux d'être parmi vous ce soir. J'espère que nous allons passer de bons moments et surtout que nous allons une fois de plus participer à l'éveil de la conscience politique de nos citoyens, puisqu'à la veille d'une échéance comme celle de 2025, il est plus que jamais temps que le peuple prenne ses responsabilités, voilà, pour porter à la tête de ce pays des personnes qui seront plus sensibles, alors qui seront plus préoccupées par leur quotidien que par leur seul pouvoir. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il faudrait bien que nos politiques, ceux-là qui nous dirigent, comprennent qu'on n'accède pas aux affaires uniquement pour asseoir son hégémonie et peut-être même s'y éterniser, mais on y va forcément parce qu'on a un projet de société, un projet qu'on porte. Et j'en profite pour faire ici un clin d'œil à nos amis de l'opposition. Je pense qu'on est clairement
le moment est venu, voilà, qu'il nous présente exactement ce qu'il compte nous offrir en 2025 pour que nous, derrière, puissions effectuer nos choix en toute connaissance de cause. Et pour compléter le trio de ce soir, on présente Aristide Manda, c'est un homme politique. Il porte ici la voix de la sous-commission communication du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir et bienvenue. Merci Madame Janice Kamga. En vous remerciant de l'honneur qu'on m'avait fait de m'inviter, je voudrais dire mon plaisir et ma satisfaction, parce qu'au fil du temps, j'ai observé avec bonheur que ce programme de débrief a gagné en envergure. Et j'imagine de façon sous-jacente la responsabilité qui peut être la nôtre en tant que panéliste de continuer à booster l'aura de votre émission. Je voudrais saluer à travers la République les millions de compatriotes. J'ai une pensée particulière pour ceux du RDPC. Permettez-moi de façon spéciale de saluer mes camarades de la section Mefoua-Kononor Mbankomo et peut-être plus significativement de mon village à Ovan, à qui j'ai fait un coucou. Je voudrais dire ma joie de retrouver les frères Boris et Rodrigue, je crois, tout comme il me plaît de dire que c'est toujours un très bon moment et qu'on se souvienne toujours qu'au-delà de tout, qu'en dépit de nos divergences éventuelles, que le Cameroun nous subsiste, il est plus grand. Nos échanges doivent donc toujours être empreints de convivialité, de citoyenneté. À la veille d'une année importante, le RDPC, chaque jour qui passe, tisse sa toile, assure son maillage, et il est sûr de son résultat. Justement, et c'est la raison pour laquelle au fil de ce programme, on devrait pouvoir questionner le rôle du parti au pouvoir dans les échecs quasi systématiques de toute initiative de coalition venant de l'opposition camerounaise. Mais avant de se jeter dans le vif du débat, je vous propose de suivre cet élément de la rédaction de Canal 2 International qui devrait planter le décor des échanges. Il s'agit du compte-rendu de la conférence de presse donnée hier par Olivier Billet, initiateur de ce projet ATP, Alliance pour une transition pacifique, qui tentait de donner des explications relatives aux dissensions qui traversent cette formation politique en ce moment. C'est un élément signé Joël Ndiom 3. Depuis sa naissance en février 2024, la jeune coalition de l'Alliance pour la transition pacifique ATP connaît des vents internes qui secouent sa stabilité. De 16 membres il y a quelques mois, il ne reste plus que 8. Olivier Billet, l'un des membres fondateurs de l'Alliance, qualifie ces désertions de trahison. La trahison, c'est à l'intérieur même. Un Akere Mouna qui était membre, des gens comme Koumvendor, du jour au lendemain, vous avez des gens qui vous disent non, vraiment, nous, on va promouvoir notre candidature ailleurs parce qu'on nous a promis de l'argent. Un certain Djokam Tchameni, il n'a voulu ni de la primaire ouverte et digitale. La guerre qu'il y a eu au sein de l'ATP pendant des mois. Selon les informations rendues publiques ce 11 décembre à Yaoundé, en faveur d'une conférence de presse, la pomme de discorde s'est née de l'idée d'organiser des primaires populaires, ouvertes et digitales, pour élire le candidat devant représenter l'ATP à la présidentielle de 2025. Une innovation cadrant avec l'idée de rupture portée par l'ATP. C'est la première fois, pas seulement au Cameroun, en Afrique, que sont lancées des primaires digitales ouvertes. Ça veut dire que tout citoyen majeur en âge de voter, inscrit, peut aller voter en ligne. Des dires des signataires du manifeste de l'ATP, l'Alliance reste ouverte à accueillir même ceux qui ont quitté le navire momentanément. Retour sur ce plateau et si vous nous prenez à l'instant sur votre écran, sachez que c'est le débrief de l'actu, la quotidienne qui passe en revue les faits majeurs de l'actualité nationale, voire internationale. Première réaction à vous, Boris Billet, de 16 membres à 8, l'ATP serait-elle en train de montrer les premiers signes d'essoufflement avant même qu'on ait commencé les joutes en vue de la présidentielle 2025? Il faut d'abord indiquer, Janice Kamga, que tous ces derniers mois,
les Camerounais ont manifesté leur désir de voir les acteurs politiques se mettre ensemble pour proposer une offre politique de rupture systémique profonde. Et en raison de ce qu'ils suffoquent sur le plan socio-économique et même sur le plan politique et dans toute la vie même sociale est suffisamment morose. Et les Camerounais sont éprouvés par plusieurs difficultés chaque jour et ils voudraient qu'il y ait une sorte de rafraîchissement et aussi sortir de la monotonie sociopolitique. C'est en raison de cette situation que le professeur Olivier Billet avait initié l'Alliance pour la transition politique, l'Alliance pour la transition pacifique. Pardon, et c'est une organisation politique qui à respecter tous les canaux processuels en termes de mise en œuvre d'une plateforme démocratique des formations politiques, en l'occurrence une phase de consultation des acteurs, une phase de concertation pour cadrer et faire un cadrage sur l'offre politique, sur la ligne disciplinaire, sur les stratégies à utiliser, sur la planification, la communication et le déploiement sur le terrain, et ensuite une phase de mise en œuvre et de déploiement sur l'espace public. Donc c'est une opération assez inédite. Dans le Pourquoi inédite? Il faut dire qu'avant l'ATP, il y avait déjà l'APC, l'Alliance politique pour le changement, qui avait déjà commencé ce processus-là. D'ailleurs, l'ATP a été vivement critiqué dès ses premiers pas parce qu'on ne comprenait pas qu'au sein de l'opposition, alors qu'il y a déjà une offre de coalition, quelqu'un a créé un projet à part. Inédite parce que, comme je l'ai indiqué dans mon propos, du point de vue du respect du processus démocratique de mise en œuvre d'une alliance. Ce n'est pas une situation où quelqu'un se met en avant, il appelle les autres, venez vous mettre des verres derrière moi. La manière dont on désigne un chef traditionnel. Mais il a été question d'abord de consulter tout le monde, après de s'asseoir de manière régulière. Il a fallu plusieurs assises, réunions régulières, hebdomadaires jusqu'ici, pour que les acteurs, du point de vue de leur identité, de leur sensibilité idéologique et de leur offre, puissent avoir un minimum de consensus du point de vue de l'offre de transition. Qu'est-ce qui explique donc que les uns et les autres quittent le navire? Maintenant, ce n'est pas comparable à ceux-là que vous indiquez qui n'ont pas opéré de cette manière-là. Donc, il faut maintenant dire que depuis le début des années 90 jusqu'à aujourd'hui, le landerneau politique du Cameroun a toujours fait a été toujours le théâtre de la trahison, du manque de loyauté, du non-respect des engagements pris, du manque de reddition des comptes. Et c'est à ce niveau que cette conférence qui a été organisée hier, c'était justement pour faire le point. C'est la troisième. La première, c'était pour présenter le manifeste de l'offre politique de la transition. Il fallait faire le point et dire la vérité aux Camerounais qui ont qui voient en ces mouvements politiques beaucoup d'espoir. Donc, il était question de dire ce qui s'est passé, comment certains qui ont signé le manifeste, en l'occurrence le professeur Kouvondo et le maître Akeremouna, entre autres, pour ne citer que ceux-là, se retrouvent ailleurs en train de faire un cavalier seul ou bien de ne pas respecter les engagements pris et tout ce qu'ils avaient signé comme au niveau du manifeste. Donc, il était question de clarifier la situation que on n'est pas sorti de l'auberge au Cameroun pour ce qui est de la moralisation de la vie politique et de la vie publique, de l'éthique dans la politique. Et c'est en raison de cette situation de trahison où certains opèrent par égoïsme et même se comportent comme des ventriloques. C'est dans cette situation où vraiment c'est à l'origine de la désaffection
souvent très profonds des Camerounais vis-à-vis de la chose politique. Vous avez le propos quand même du Rodrigue. Est-ce que c'est votre analyse aussi aujourd'hui, les effectifs de l'ATP qui passent du double au simple? Comment comprendre, si on peut le qualifier ainsi, ce flop? Est-ce que les acteurs, les leaders qui jadis ou à la création ont été mus par peut-être le dynamisme ou alors se sont laissés charmer par les fleurons qui étaient présentés a priori? Est-ce qu'ils auraient peut-être constaté que sous le vernis, c'était peut-être du vent? Vous l'avez dit, Janice, effectivement, il faudrait questionner les motivations de ceux qui adhèrent à de tels mouvements qui, malheureusement, au Cameroun, ne naissent jamais qu'à la veille des élections. Parce que ça, c'est un reproche qu'il faut vraiment faire à l'opposition camerounaise. Il n'est pas normal que, durant 6-7 ans, des personnes voilà, soient quasiment effacées de la scène publique, même si de temps à autre, on les retrouve sur des plateaux télévisés. Je ne pense pas que c'est sur les plateaux qu'ils gouverneront. Très souvent, ils sont absents du terrain. Et une fois qu'on est, comme c'est le cas maintenant, à la veille d'une élection, avec des appétits aiguisés, chacun essaie de tirer sa quote-part. Mais je dois dire ici que moi, j'ai un problème avec l'élément que vous avez passé tout à l'heure, parce que j'ai entendu des déclarations graves, fortes, que les gens auraient déserté parce qu'on leur aurait promis de l'argent ailleurs. Sur la base de quoi? Parce que comment est-ce qu'ils pourraient justifier de telles allégations? Étaient-ils présents? Et vous voyez, cette cacophonie, malheureusement, l'opposition aujourd'hui nous montre clairement qu'elle est incapable de se fédérer autour d'un projet. Je crois que c'est ce qui peut même justifier ces mésententes-là, cette crise interne que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au sein de cette alliance-là. Parce que des personnes, vous allez vous rendre compte que très souvent, des personnes en manque de visibilité, peut-être parce que leur parti n'a pas une assise territoriale assez importante, vont essayer souvent de regagner des mouvements comme cela pour avoir aussi un semblant de rayonnement. Et vous imaginez bel et bien, puisqu'il s'agit du jeu politique, donc visant la conquête du pouvoir, forcément derrière, je crois qu'il y a un problème de redistribution des cartes qui se pose. Parce que lorsque des personnes viennent de blocs divers, de chapelles différentes, comment on fait pour désigner celui qui est le meilleur, qui sera le meilleur même du mouvement? Et vous voyez là qu'il y a même quelque part des légitimités à construire. Je ne comprendrais pas que vous vouliez avoir au sein de votre mouvement peut-être une personne qui a eu un assez bon positionnement lors des dernières échéances électorales. Avec des représentants au Parlement. Voilà, tout à fait. Comment imaginer, par exemple, que cela ne soit pas, par exemple... le candidat naturel de la coalition. Et c'est ce qui conduit à ce que nous vivons à chaque fois. En 2004, on l'avait déjà vu. Enfin, à chaque échéance électorale, on le vit. Même lorsqu'ils vont essayer de trouver un programme de coalition, un projet commun, très souvent, les uns et les autres vont s'en détacher, disant « moi, je ne me reconnais pas ». Alors qu'en réalité, le véritable problème, c'est que simplement, c'est la soif du pouvoir. Donc, tous ceux qui adhèrent à de tels mouvements voudraient accéder aux affaires. Et derrière aussi, quand vous voyez un peu ce qui se passe au sein de l'ATP, j'aime pas trop parler de l'alliance, de toute la transition politique, parce que qui dit transition, dit crise préalable. Je ne pense pas que le Cameroun soit en crise aujourd'hui. Les institutions sont debout, les hommes qui les incarnent sont là. Pourquoi est-ce qu'on nous parlera de transition politique? Peut-être de transition générationnelle. Peut-être bien. Mais à un moment donné, il parle de transition pacifique. Vous comprenez bien que qui veut la paix prépare la guerre. La question, donc, quels sont les moyens démocratiques qu'ils comptent utiliser pour parvenir à leur objectif politique? J'ai entendu parler des primaires. Oui, et puis on dit tous les citoyens pourront, sur des plateformes digitales, exprimer leur vote. Mais à ce moment, vous laissez une porte ouverte au parti au pouvoir, un champion, voilà, donc dans de telles échéances, voilà, et qui a suffisamment de membres d'ailleurs, mais il pourrait se déverser sur votre plateforme pour élire le candidat qui peut-être pèserait le moins contre leur patron. Donc moi je dis aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver au sein de l'ATP, ce n'est pas nouveau. Peut-être qu'après, au niveau de l'APC, on le vivra aussi. Et pourquoi est-ce que les opposants camerounais pensent aujourd'hui que la seule manière, c'est-à-dire le seul moyen possible pour arriver aux affaires, pour remporter les élections, soit la coalition? Quand vous le faites, vous légitimez le fait qu'en réalité, celui qui est en face de vous est hyper méga fort et que vous ne pouvez le vaincre qu'en vous mettant à plusieurs. Il faut dire qu'il y a aussi une forte demande de l'électorat qui, à travers peut-être des sondages, a exprimé le vœu de voir toutes ces énergies-là fédérées pour pouvoir offrir quelque chose de fort et de pertinent. Alors là, même, il y a un problème parce que quand j'ai parlé ici de la construction d'une certaine légitimité, moi, je peux avoir mon champion, je peux avoir mon candidat. Rien ne dit que si lui, il va adhérer à une certaine alliance, moi, je serai prêt à prêter ma voix à cette autre alliance-là parce que j'ai confiance à mon champion, je crois à mon champion. Ce n'est pas parce que lui va nouer d'autres, tisser d'autres liens que forcément je serai d'accord. Et là, je vous permettrai de sortir
partir par là. Oui. À un moment donné, il faudrait aussi que l'opposition comprenne qu'il n'y a pas que cette coalition, mais ce qui les oblige à chaque fois à retourner, voilà, donc à se tourner vers cette méthode-là, c'est simplement parce que le mode de scrutin au Cameroun aujourd'hui est malheureusement inadapté, ne leur permet pas en réalité de remporter les élections. Aujourd'hui, les opposants gagneraient à éveiller la conscience politique des citoyens et à revendiquer le champ de la révision du code électoral. Il y a d'ailleurs une plateforme pour cela. Quand on aura aujourd'hui un scrutin à 2 tours, je peux vous assurer, à ce moment, on pourra rêver d'un renversement de la machine à gagner qu'est le RDPC. Alors Aristide, dans l'élément qui a été diffusé, on a vu des assertions d'Olivier Billet qui prétend que c'est co-leaders, ces co-dirigeants de l'ATP auraient reçu ou auraient accepté des deals. C'est ce qui ressort de cette déclaration-là. On leur aurait proposé de l'argent. Est-ce qu'il ne faut pas y voir la main du parti au pouvoir derrière cette désintégration de l'ATP? Le bouc émissaire est toujours tout trouvé. Hein? Alors, pour être sérieux, très sincèrement, je voudrais tout d'abord féliciter le docteur Olivier Billet. Le professeur. Professeur, déjà, très bien. Je m'excuse d'avoir écorné un peu son grade. Pour, ça c'est en tant que citoyen, l'heureuse initiative qu'il aura prise, ça je parle en tant que citoyen, d'essayer tant bien que mal de fédérer autour de lui des forces dites politiques. À l'effet, semble-t-il, de proposer une alternative qui à ses yeux serait crédible. Ça, c'est la lecture de l'intellectuel. En revanche, j'ai peu un problème avec la définition des concepts qu'il nous faut mieux décrypter pour en comprendre le sens. Et c'est là où je ferai chorus avec mon frère quand on parle de la question de la transition qui est malsaine et qui ne me paraît pas élégante, politiquement parlant. Du moins, elle me semble inadaptée dans le contexte de notre pays, qui est globalement stable, qui a des institutions qui sont sauvegardées par le président de la République, avec un corpus, une séparation des pouvoirs et une vie communautaire relativement paisible. Donc le thème transition, à mon sens, est inadéquat et malsain. Donc même dans la terminologie, vous avez déjà préparé le nid de l'échec, vous pensez? Non, même pas ça. Y penser à la réalité ne correspond pas à notre réalité. Vous comprenez? Je ne voudrais pas comparer le Cameroun avec d'autres pays où le terme transition, entre guillemets, serait peut-être plus viable. Ils ont leur raison, je les respecte. Comme je l'ai dit, le professeur Olivier Billet est un homme pour qui j'ai une considération profonde au plan intellectuel. Je lui trouve de l'intelligence, même si de temps à autre il n'est pas là, son fils est là. Je lui trouve aussi beaucoup d'aspérité et une idéologie souvent obstruée par parfois des postures qui peuvent sembler individualistes. La vérité, c'est qu'il n'y a aucune volonté de rassembler. C'est des calculs. Parce que l'un parle d'ATP et de l'autre côté, l'honorable Nietzsche parlera d'APC, où il est axé sur un candidat. Que c'est lui ou non pour susciter, élargir la base autour d'un candidat. Ce n'est pas nouveau fondamentalement parlant, parce que lorsque on ressasse l'histoire, vous verrez que avec l'avènement du multipartisme, on a eu un grand opposant, paix à son âme, je voudrais lui rendre hommage, John Fundi, qui avait quand même suscité beaucoup d'aspirations, créé l'émulation, et le peuple, lui, était quand même, dans une certaine mesure, acquis un certain peuple. Il nous a mis en difficulté en 1992, puisqu'il termina deuxième, je crois, avec 36%, c'était quand même un moment difficile. Mais comme il a dit tantôt, l'élection présidentielle est la rencontre d'un homme avec son peuple. C'est-à-dire que la notion de coalition ne sous-tend pas nécessairement qu'il y ait un report de voix. Et même lorsqu'on convoque les grandes démocraties, vous verrez que aux États-Unis, par exemple, même la culture du bipartisme n'est qu'à posteriori, parce qu'il y a plusieurs petits partis. Donc l'idée d'une coalition en elle-même n'est pas mauvaise. Et c'est là où il convient d'établir le distinguo entre, d'une part, l'alliance, qui sous-tend une collaboration plus lointaine, avec des projets stratégiques adossés sur une vision. Et à contrario, maintenant, il y a les coalitions qui sont très souvent à court terme et adossées sur des objectifs spécifiques. Où en sommes-nous? Que disent-ils? Il y a le flou dans leur engagement. Vous comprenez donc que
Voilà donc des gens qui peinent face aux géants, face aux mastodontes, RDPC, mais qui, lorsque nous allons prêter serment dans notre belle assemblée reconstruite en novembre l'année prochaine, ils seront contentieux. Dont l'opposition porte en elle-même les germes de son échec. Et c'est extrêmement dommage de servir un spectacle aussi piteux aux yeux des concitoyens qui attendent, qui croyaient voir en ces alliances, enfin, un minimum de sérieux. C'est un bis repetita. Vous avez vu en 2004 avec le docteur Ndam. Ça dit qu'on va à une réunion, tel dit, moi, premier ministre de Fundi, parfois, c'est des postures intellectuelles, tel a fait quoi? Ce n'est pas ça, la politique. Qui apporte quoi? Qui peut renforcer votre besace? Qui peut inonder votre gibecière de voix? Quelle en est la stratégie? Et de l'autre côté, vous verrez qu'il y a un parti qui continue avec son maillage territorial, qui a une assise puissante. Mais les gens trouveront quand même le moyen d'estimer que nous avons triché. Donc pour un premier jet, j'ai voulu qu'on réétablisse, qu'on redéfinisse ces concepts pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. C'est compris. Parce qu'il y a quand même un problème dans l'acception. Maintenant, s'agissant des méthodes qui sont généralement, en tout cas, que l'on dit, utilisées par le parti au pouvoir pour confondre l'ennemi, est-ce que le professeur Bila parlait de mallette d'argent? Est-ce que c'est imaginé? Je vous ai bien compris, Janice, et je t'en remercie. Ce qui se passe, c'est que le RDPC a tout à fait, bien qu'étant fort, n'est pas suffisant. Il a le droit de draguer, de regarder, de jeter un coup d'œil en face et de voir qui lui semble être la bonne pige. Vous comprenez? Il y a au sein de l'opposition des énergies. N'oublions pas que c'est d'abord des Camerounais. Et que le RDPC n'a pas vocation à frapper ses concitoyens d'ostracisme. S'il nous semble un temps soit peu que dans le camp d'en face, il y a quelqu'un qui peut nous rejoindre pour porter notre idéal de société, pourquoi pas? En revanche, je ne peux pas cautionner ce qui est dit, ces méthodes moyenâgeuses en disant que des mallettes circulent qu'on aurait. Si même tel était le cas, c'est la preuve qu'ils n'ont aucune consistance. Parce que moi, je ne sais pas comment je peux partir du RDPC parce que quelqu'un m'a dit qu'il me donne quelques billets de banque. La vérité, c'est RDPC. Et je suis cohérent à ma démarche. Nous devons permettre au patron de ce pays de parachever son œuvre parce qu'on voit bien qu'en face, il n'y a rien, c'est zéro. Boris Billet, c'est vrai qu'il peut avoir, au niveau des causes de cette désintégration, de cette dissension, de cette crise-là, une main externe, mais il faut dire que selon quelques indiscrétions, nous avons quand même pris la peine de passer quelques coups de fil à des présidents de partis qui font partie de l'ATP et ils se plaignent qu'il y aurait des intérêts nombrilistes qui prévalent au sein de la coalition. On parle de l'attitude même de certains leaders qui aiment s'écouter parler, qui n'acceptent pas la contradiction, qui voilà, ne prennent pas en compte les avis des autres, qui aimeraient pourtant faire chorus avec les partis qui ont des représentants au Parlement pour pouvoir avancer, voire grand. Est-ce qu'il n'y aurait pas un fond de vérité dans ces déclarations? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord indiquer que les alliances, bien entendu, naissent bien avant les élections. C'est tout à fait légitime puisque les visées sont électoralistes, mais aussi programmatiques et visent à apporter des mutations dans la vie sociopolitique et dans toute la vie de la nation d'une manière plus générale. Donc il est tout à fait légitime que à peut-être 1 an ou 2 ans des élections, une alliance puisse naître. Et en termes de timing, est-ce que c'est pertinent? Effectivement, c'est pertinent. C'est ce qui se voit même dans les vieilles démocraties. Vous n'avez pas fait une alliance à 3 ans ou à 4 ou à 5 ans des élections. Il peut avoir des soubresauts, des mutations dans cet intervalle de temps-là. Donc, ce n'est pas intelligent de le faire à ce moment-là. Maintenant, comme M. Alexis Manda a indiqué, l'alliance se déploie sur une période plus longue. Et c'est effectivement le cas de l'ATP. L'ATP ne vise pas seulement les élections présidentielles, mais aussi les élections locales. Les élections locales à venir. Cela dit, la question, je vous en prie, on parle de l'alliance ou alors des alliances qui seraient dirigées par des enseignants d'université et qui, peut-être par des formations professionnelles, se croient souvent dans des amphithéâtres. Est-ce qu'il y a un fond de vérité dans cela? Non, pas du tout. Que ce soit le professeur Olivier Billet qui est l'initiateur de cette alliance et
les autres parties prenantes. Lui, à titre personnel, s'est beaucoup mis en retrait, s'est beaucoup effacé, a beaucoup écouté ses confrères de l'opposition, et le manifeste de l'Alliance pour la transition pacifique que j'ai devant moi ici a été l'objet de débats très houleux pendant une longue période où il a failli faire de compromis, où le président Olivier Billet et bien d'autres se sont fait tout petits, et où chacun a accepté de céder une part de lui pour qu'il y ait quelque chose de consensuel en termes d'offres politiques. Avant la conférence, si vous permettez, avant la conférence d'hier, il y a eu des réunions avec certains acteurs qui ne voulaient pas forcément quitter la plateforme. Qu'est-ce qui en est ressorti concrètement? Qu'est-ce qui a coincé? Je voudrais d'abord indiquer que l'Alliance pour la transition pacifique reste toujours ouverte à non seulement ceux qui sont quittés le navire, mais aussi ceux qui veulent effectivement qu'il y ait une mutualisation et qu'il y ait une véritable refondation de notre pays dans tous ses aspects. Après les avoir traités de traîtres et de tous les noms d'oiseaux. Non, il fallait dire la vérité. Il fallait dire la vérité, effectivement. Il ne faut pas cacher la vérité, il faut dire la vérité aux Camerounais. Donc maintenant, moi je ne suis pas celui qui commande beaucoup les ragots. Moi, je viens vous dire la réalité que nous vivons. Et cette réalité, celle qui a été présentée devant la presse, est qu'il y a des personnes que je peux vous donner le manifeste, vous allez voir leur signature. Voici le manifeste de la transition. Il y a leur signature sur ce qu'ils ont pris. Donc, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de concertation, ils ont juste claqué la porte. Puis d'un jour au lendemain, vous apprenez qu'il a investi quelqu'un d'autre. Mais en interne, il y avait déjà des commentaires que non, du genre... je suis courtisé par tel pour l'investiture, par tel autre acteur, par tel. Donc, on est d'abord dans une situation où... Nous allons dans une situation où... c'est ça, que des intérêts. Notre cours électoral de 2012, où seuls les partis qui ont les élus sont habilités à investir les candidats à l'élection présidentielle. Le côté négatif de ça, c'est que ça a engendré une sorte de mercantilisme sur la scène politique où ceux qui ont la capacité d'investir se vendent au plus offrant. Ils sont courtisés de part et d'autre, et parfois ils peut signer un engagement et après ils se retrouvent, on lui propose quelque chose de plus lucratif peut-être pour lui-même et il décide de trahir ses engagements sans vergogne. Donc ça veut dire que le problème de l'ATP aujourd'hui c'est l'argent? Non, ça veut dire que le problème de l'ATP c'est la qualité de la scène politique camerounaise, qui est vraiment, où il n'y a plus de repères moraux, effectivement, où il y a un délitement profond des valeurs. Bon, maintenant, je voudrais dire que nous nous focalisons sur ce qui est positif. Nous ne restons pas sur ce qui est négatif. Ce qui est positif, c'est que il y a d'autres organisations qui frappent à la porte. L'Alliance pour la transition pacifique n'est pas... c'est pas sa fin, comme certains veulent l'insinuer. Puisqu'il y a des organisations qui frappent à la porte, puisque nous attelons, il y a des jeunes qui sont mobilisés pour l'organisation de la primaire digitale ouverte. Primaire digitale. Qui est une innovation démocratique au Cameroun et qui sera précédée par un grand oral médiatique où les candidats viendront pour débattre des sujets les plus essentiels de l'avenir de la nation, et où, bien entendu, les citoyens seront libres de poser les questions sur ce qui les tient le plus à cœur et sur leurs difficultés. Mon jeune frère Éric Rodrigue parlait tout à l'heure de la vacuité souvent des offres politiques et idéologiques et de ceux qui jouent la carte personnelle. Nous ne nous sentons pas concernés par ça parce que nous avons, et nous regrettons même parce que cette offre de transition n'a pas été suffisamment débattue, chapitre par chapitre, avec peut-être nos adversaires et même avec nous-mêmes, entre nous-mêmes et au niveau de l'espace médiatique pour que les Camerounais s'en imprègnent véritablement. Alors maintenant, je vais terminer par, parce que beaucoup de choses ont été dites qui ne sont pas vraies. Je voudrais dire que une transition est un temps d'arrêt pour une nation pour passer d'un système à un autre, en y prenant des mesures pour apporter des mutations institutionnelles, sociales, économiques et refonder les citoyens afin d'aboutir à un système nouveau. Nous avons un vieux système politique néocolonial depuis 1960 qui a
beaucoup de particularisme, où il y a une saturation des problèmes, où il y a une sclérose des institutions. Et certains ici ont dit qu'il n'y a pas de crise politique. Pour moi, c'est peut-être faire preuve de myopie politique ou de cécité politique, parce qu'en réalité, il y a une crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a une crise infrastructurelle, il y a une crise de l'eau et de l'énergie. L'année passée, on parlait d'une crise profonde de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, vous voyez que les établissements publics administratifs, pour la plupart, ont à leur tête des directeurs généraux, adjoints, des PCA dont le mandat est fort clos du pot de vous de la voix. Oui, ce n'est pas le débat ce soir, Boris Billet. Aujourd'hui, vous brandissez des termes tels que le grand oral, digital, la primaire digitale. Est-ce que ce n'est pas des lots de consolation pour une coalition bracassée à quelques mois seulement de la présidentielle? Donc, bon, parler de... Lorsqu'on voit la cabine des leaders qui ont quitté le navire, c'est trop le poids péjoratif. des acteurs. Maintenant, une des grandes sagesses dans la vie politique, c'est qu'il n'y a pas de certitude absolue. Vous devez savoir. Et la deuxième sagesse, c'est que le rapport de force politique est dynamique dans l'espace et dans le temps. On voit dans les vieilles démocraties aujourd'hui, les partis qui y est avec des élus en termes de... en masse, empilaient des élus, et qui, à cause de la crédibilité qui s'est effritée au fil du temps, sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Donc, l'argument qui consiste à dire que ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale, qui voulaient parler, perd tout son sens. Puisque, au fil du temps, la crédibilité s'effrite. L'élection législative municipale en 2020, entre-temps, l'eau a coulé sous les ponts. Vous ne savez pas ce que les Camerounais pensent de ces élus-là. Et qu'est-ce que ça nous... Qu'est-ce qui va arriver demain dans l'avenir, peut-être demain, après-demain, dans 1 an, 2 ans. Donc, il ne faut pas être péremptoire et être sur les certitudes. Et rien ne vous dit aussi qu'il peut avoir une alliance des alliances. Rien ne vous dit qu'il ne peut pas avoir une alliance des alliances, je veux dire. C'est-à-dire que les alliances qui peut-être sont perçues par certains comme micro se retrouvent en train de faire une macro-alliance de manière inédite que personne n'attendait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de certitude absolue. Il ne faut pas être péremptoire, il ne faut pas avoir un discours de dénigrement et encourager toutes les innovations démocratiques qui donnent, qui apportent une sorte de vitalité quand même, parce que nous sommes dans nous avons une vie sociopolitique trop monotone. Où il faut seulement attendre le discours du 31 décembre, attendre le renouvellement des vœux, le discours du 1er février, tout. Il n'y a pas de grands événements et de grands débats sur les sujets importants à la vie de la nation. Et quand vous avez cette initiative-là qui vient avec beaucoup d'innovation démocratique, où tout est, nous voulons faire les choses dans la tranquillité et dans la paix. En tout cas, il faut saluer cette initiative au nom de ces versets dans les dénigrements et dans les attaques qui ne sont pas nécessaires. En tout cas, l'absence de débat, c'est ce que décrivent certains petits partis, si on peut les qualifier ainsi, anciens membres de la coalition ATP. Rodrigue, quelle est la lecture que vous faites à quelques mois de la présidentielle aujourd'hui? Est-ce que les dissensions qui traversent en ce moment l'ATP font d'elle une formation forfait pour la présidentielle prochaine, lorsqu'on sait que la présidentielle, ce n'est pas seulement des partis politiques, c'est également des formations politiques qui participent à la vie, à la dynamisation du processus électoral? Je reste persuadé que lorsqu'on voudrait atteindre des objectifs, il faut se donner du temps. Vous ne pouvez pas, en 2024, mettre sur pied une alliance et penser gagner les élections en 2025. Pourquoi? Parce que même lorsqu'on choisit de mettre en place une stratégie, il y a un certain canevas, un certain chronogramme qu'il faut suivre. Parce que ces objectifs, on se les fixe à court, long, moyen terme, voyez-vous. De dire ici qu'on ne pouvait pas faire une alliance avant parce qu'en chemin, il y aurait eu des soubresauts. Non, pour moi, c'est une excuse qui ne tient pas. Parce que l'élaboration d'une stratégie commence déjà d'abord, par une analyse voilà, donc, de l'existant, de ce qui est là sur le terrain. Voilà, vous ne pouvez pas, c'est pas en une année que vous allez à la fois poser un diagnostic, élaborer une stratégie... Fédérer les acteurs. Voilà, en un an. Et l'électorat. Pire encore. Vous n'avez même pas fait. S'il vous plaît, vous me dites que c'est cette année. Hein, c'est ce qui a été fait. C'est pour ça que je vous dis, en un an, si vous avez pu le faire en un an, chapeau. Moi, je voudrais dire, en un an, sincèrement, je ne vois pas comment vous pouvez vous asseoir, faire venir des personnes de bords différents,
chaque parti étant porteur de son projet politique, de son projet de société. Encore faudrait-il qu'il y ait cohérence entre les différentes propositions. Voilà. Comment pensez-vous, en une année seulement, réussir à fédérer toutes ces énergies et à trouver, bon, vous me présentez un manifeste là qui présente quelque peu votre projet de société. Bah, je vous en félicite parce que c'est ce qui manque un peu dans notre pays où on est habitué malheureusement à assister aux campagnes électorales vraiment pauvres en idéologie. Donc, si aujourd'hui des partis ou des alliances, des mouvements sont capables de nous proposer des projets, c'est déjà un pas. Mais je dis encore, il faut se donner du temps parce que si vos alliances, il y en a deux aujourd'hui, si vos alliances ne viennent n'être qu'à la veille des élections, on comprend très bien où sont vos calculs. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez avec ces crises internes-là. Parce qu'en réalité, nous comprenons aujourd'hui qu'au Cameroun, et c'est ce que nous n'avons de cesse de décrier, c'est que des gens ne vont pas aux affaires pour servir, mais pour se servir. En réalité, des gens viennent en politique chez nous, souvent comme par effraction. Des personnes sans aucun parcours politique, parce que la voie royale de l'accession aux affaires passe par, un, le capital social, le capital idéologique et le capital financier. Et je pense qu'à un moment donné même, pour gagner en notoriété, par moment, il faut passer par la vie associative. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain, comme par effraction, vous retrouver à la tête d'un mouvement. D'ailleurs, je ne saurais passer sans remarquer que sur ce plateau, mon copanéliste, voilà, porte le même patronyme que le promoteur de cette alliance-là. Il y a un problème, parce qu'on se dit, si déjà le porteur du projet n'a autour de lui que les membres de sa petite famille, il y a un problème, voyez-vous. Il ne faudrait pas que des gens aujourd'hui qui ont passé 6 ans, 7 ans à dormir, pensent aller s'agripper aux géants, voilà, de la politique. Parce qu'aujourd'hui, les opposants camerounais, nous les connaissons et j'observe d'ailleurs que les deux grands opposants se retrouvent dans les deux partis. Je parle de grands en termes des résultats de la présidentielle de 2018, pas en termes peut-être de la présidence à l'Assemblée nationale. Il faudrait vraiment qu'on sorte de ces improvisations qui sont vouées à l'échec. Parce que, comme l'a dit le représentant du parti LDPC, très rapidement, en novembre 2025, on se retrouvera dans des plaintes, on se retrouvera dans des consensus, alors que simplement, on n'a pas pris le temps de se préparer. Et encore, je continue à dire, à chaque fois, les candidats, je ne suis pas en train de tirer sur l'opposition, n'allez pas croire, voilà, que je sois le porte-parole, voilà, donc de quelques formations politiques, mais j'essaie ici de faire jaillir la lumière. À un moment donné, le fait que l'opposition ne se réveille souvent qu'à la veille des élections montre clairement qu'il ne se soucie que très peu, voilà, donc des besoins, des revendications du peuple. C'est pas en un an que subitement vous viendrez dire, voilà, le peuple peut-être se plaint du pouvoir d'achat qui s'amenuise de plus en plus, se plaint, voilà, tandis que les prix grimpent. Non, c'est depuis 6 ans que nous nous plaignons. C'est depuis 6 ans que nous nous plaignons du non-respect des textes dans notre pays. Mais où sont ces opposants-là qui devraient justement monter au créneau? À un moment donné, il faudrait qu'on parte un peu. Nous ne sommes plus en 92 où la seule politique, le seul projet, c'était Biya must go. Non, mais c'est dépassé. Et je ne vous interromps pas, mais quel pourrait être l'impact des événements comme ceci sur la crédibilité des challengers du candidat Biya? Ah ben c'est à la faveur effectivement du RDPC malheureusement, parce qu'une fois qu'il y a division en face, voilà, nécessairement, si vous essayez de vous réunir pour combattre même un seul et même adversaire et qu'après vous vous divisiez, nécessairement, ces voix qui sont perdues, et cette division même d'ailleurs, je suppose, voilà, un calcul fait. Vous êtes 4-5 candidats aux élections, on repartit les voix entre vous, vous vous rendrez bien vite compte que plus nombreux vous êtes, plus difficile vous sera-t-il de renverser en fait celui que vous avez en face de vous. Donc en réalité, ces guerres, et cela comme je l'ai dit, montre malheureusement que nos hommes politiques, dans leur majorité, je ne dis pas tous, je ne voudrais stigmatiser personne ici, vont aux affaires uniquement pour se faire la part belle. C'est ce que le professeur Hubert Monojana, voilà, dans des regrettés mémoires, appelait le mapartisme. Effectivement, on va en politique aujourd'hui pour avoir une part du gâteau. Parce que quand le représentant de l'ATP nous fait savoir ici que cette alliance ira même après les élections présidentielles, non mais excusez-moi, nous avons vu même en France à côté, voilà, qui passe pour être le modèle, le pays des libertés, nous avons vu le Front populaire se disloquer, justement à cause des calculs politiques. Disons-nous les vérités. Chaque homme politique s'engage pour accéder au pouvoir. Donc, et
je vois très mal quel homme politique pourrait tenir à ses engagements. D'ailleurs même, quand ils viennent souvent, voilà, lors des campagnes, nous faire leurs promesses fallacieuses, combien sont-ils à vraiment tenir parole? Voyons nos députés, quand ils viennent battre campagne, une fois à l'hémicycle, que font-ils réellement pour défendre, voilà, ceux qui sont censés y représenter? Bon, ceux-là même qui nous gouvernent, ils ne sont certainement pas élus, mais c'est ceux-là, c'est le chef d'État qui a été élu par la majorité, quand même, qui leur a accordé sa confiance. Que font-ils justement pour subvenir, pour répondre aux besoins de ceux qui les ont portés là? Voyez-vous? Donc moi je dis aujourd'hui, sortons un peu du charlatanisme. Hein. Voilà, ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on arrivera à vaincre le RDPC. Mais pour y arriver, je vous assure, la solution est tout autre. Au lieu de vous focaliser, parce que là, j'entends beaucoup trop de plaintes. Oui, des gens sont partis parce qu'on leur a promis de l'argent. Des gens sont partis parce qu'il y a plus de moralité, parce qu'il y a une vacuité morale, idéologique, je ne sais pas. À un moment donné, cessons de nous victimiser et mettons en œuvre des stratégies qui pourront nous permettre de renverser la machine qui est en face. Et je vous assure, le seul levier que puisse actionner l'opposition aujourd'hui, c'est le peuple. Parce qu'il n'y a que le peuple seul qui puisse décider d'une transition politique s'il le faudrait. Il n'y a que le peuple seul qui puisse vous porter aux affaires. Nous sommes dans un État démocratique, alors allez, plutôt que de draguer des personnes qui viendraient rejoindre votre mouvement, votre alliance, votre mouvement politique, je vous en supplie. Moi, je suis un acteur politique, je suis un électeur. Voyez-moi la sortie, proposez-moi votre projet et peut-être je le porterai aussi voilà, donc, en d'autres sphères. C'est cela que moi je vous donnerai comme conseil. Allez vers le peuple, allez vers des électeurs. Je vous assure. C'est une proposition qui est enregistrée, voilà. Aristide. Dans quelques minutes, on va mettre fin à ce programme et on va accorder les dernières minutes à Boris pour permettre qu'il réponde en long et à large sur vos propos, qu'il réagisse dessus. Aristide, on a aujourd'hui peut-être des leaders politiques qui ont déchanté face à l'offre de l'ATP à laquelle ils adhéraient pourtant volontiers. Comment est-ce qu'au niveau du parti au pouvoir, on traite ce type d'actualité, d'information lorsqu'on prépare sa stratégie pour la présidentielle qui arrive? La vérité, c'est que nous ne sommes pas là pour spéculer. C'est des faits. L'essentiel des acteurs politiques de l'opposition tant bien que mal de se mettre en exergue pour attirer l'attention, pour éventuellement être appelé. Si cela est légitime, il va sans dire que ça ne constitue pas une offre alternative crédible. Parce que comme il le dit si bien, celui qui vote, qui est détenteur de la légitimité, entend voir des faits. Et on observe, hélas, que sur une trentaine d'années, on prend les mêmes. On recommence. C'est un spectacle langoureux, harassant, agaçant. Et j'ai eu tout à l'heure l'occasion de vous congratuler. Moi, je l'ai reconnu, cher cadet, en indiquant que ce qui vous est venu à l'esprit comme idée, à savoir de fédérer. Parce que l'union, la fédération, les coalitions peuvent à certains égards être des marqueurs de la démocratie. De considérer qu'à travers l'ouverture, on peut parvenir à des résultats. Mais lorsque vous voyez un autre aspect plus fondamental, comme il le relevait, que même dans ces coalitions, c'est des relents tribaux, c'est des arithmétiques villageoises. C'est-à-dire que... Non, on va pas aller jusque-là, Aristide. On pourrait faire le même procès au mode de fonctionnement. Absolument, par exemple, le RDPC est celui qui est ouvert, qui gouverne avec tout le monde depuis les lustres. Ça, croyez-moi, c'est pas... Quand je le dis... On pourrait trouver des limites aussi. Je suis en train de vous montrer... Croyez-moi. Non, tu peux pas. J'ai parlé 30 secondes. Je suis celui qui a le moins parlé. Allez-y. Ce n'est pas très gentil, Janice. Allez-y. En même temps, il est seul contre deux avis écrasants. À la limite, vous pouvez pas... Allez-y, chutez, je vous en prie. On va lui accorder les dernières minutes. Je vais conclure en disant que les Camerounais ne sont pas dupes. Ils ne s'y tromperont point. Oui. Leur choix dans cet océan de flou est clair et ils comprennent qu'ils n'oseront pas confier leur destin à des gens aussi palinodiques qui manquent non pas de consistance mais d'un regard précis qui soit susceptible
de capter leur attention. Justement, Boris, on va conclure sur vos propos. On vous fait le procès d'être inconsistant. Quels sont aujourd'hui vos atouts? On imagine que de nombreux électeurs vous suivent aujourd'hui et au moment où vous êtes au plus bas au niveau de l'ATP, ils voudraient savoir quelle serait encore la pertinence d'un projet comme celui-là. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je réponds que la plus grande richesse d'un acteur politique, c'est sa crédibilité. C'est les vertus qu'il incarne. Vous n'avez jamais suivi ni le professeur Billet, ni Célestin Jamen, ni Florent Diana empêté d'un scandale financier ou dans une affaire de mœurs ou bien dans quoi que ce soit. La crédibilité, la probité morale est la première richesse d'un acteur politique. Aujourd'hui, les Camerounais ont une désaffection pour la chose sociopolitique parce que plusieurs chefs de parti, certains même qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui étaient hier dans la majorité, ont au moins une casserole qui traîne. Donc, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est ce que j'ai dit à tous les concitoyens. Le vin nouveau se met dans les outres nouvelles et se conserve. Bon, maintenant, j'ai suivi ici que il y a les distensions, les divisions au sein de l'Alliance et que le parti au pouvoir a trinqué. Je vais indiquer aussi que la majorité présidentielle et en particulier le parti au pouvoir connaît aussi des factions tribalo-départementales ou ethno-régionales. Ou factions des ce que beaucoup appellent aujourd'hui le grand soir où chacun veut se positionner. Il y a aussi des dissensions à ce niveau-là. Et il y a des baronnies, des personnes qui ont amassé en termes de milliards. Donc ce n'est pas l'apanage de la qui se préparent pour prendre le pouvoir peut-être d'une autre manière. Donc c'est pour dire que les appareils politiques sont d'abord des organisations humaines. Et que dans les organisations humaines, il est normal qu'il y ait des divergences. Il y a parfois des éclats de voix, ça peut arriver. En fonction des abandons. Parce qu'il y a des caractères, il y a des tempéraments différents dans les organisations humaines. Donc ça peut arriver, mais ça ne doit pas faire l'objet d'un catastrophisme particulier. Il faut rester serein et focalisé, c'est ce qui est important. Mon jeune frère Eric Rodrigue a indiqué ce qui est important, c'est que le peuple camerounais puisse s'approprier de ce que nous avons comme offre. Et que ce soit à Briançais, que ce soit aux élections locales. Maintenant, il m'a été fait aussi un procès par rapport au patronyme. Il faut dire que dans une société politique pluraliste, deux personnes liées par l'affiliation peuvent partager les mêmes convictions. Les autres le célèbrent quand c'est les Le Pen, quand c'est les Bush, quand c'est les Clinton, mais quand c'est les Billets, ils viennent, ça les irrite, ça les dérange. Non, ouais, ça les dérange, ça les irrite. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça le manque de cohérence. Les gens ne sont pas cohérents. Quand c'est une société politique, ça principe de la reproduction culturelle et sociale. Donc moi, je ne peux pas te faire ce type de procès. Voilà, c'est parfaitement normal. Vous concluez, je vous Voilà, donc vraiment, au moment où je suis assis ici, un autre libérateur peut être ici demain ou après-demain. On peut vous envoyer la liste de tous nos communicants, nos intervenants sur vos plateaux. Certains sont souvent passés ici. Je ne suis pas le premier ni le seul, en réalité. Dans l'agenda de libérateur ou de l'ATP, c'est que d'ici février, les Camerounais auront le candidat de l'Alliance désigné. Et certainement d'autres organisations auront adhéré puisqu'il y a des organisations qui frappent à la porte. Et en ce moment, les gens s'activent. Nous voulons que les Camerounais participent massivement à cette primaire digitale afin que nous ayons cette offre de transition de 4 ans. Il faut dire que il ne faut pas attendre qu'il y ait des soubresauts militaires, miliciens pour parler de transition. Nous avons anticipé ce qui se passe dans d'autres pays en Afrique. Une primaire digitale qui va se passer concrètement. Où ce sont les militaires qui gouvernent. Rapidement, la primaire digitale, comment est-ce qu'elle va se dérouler pour que l'opinion publique se forge déjà une image, une idée de... La primaire digitale, bon, tout le Camerounais en âge voté, qui a sa carte d'électeur, pourra voter sur la plateforme mise en place et il y aura une communication qui va se faire, une communication plus intensive qui va se faire dans les prochaines semaines. Mais avant ce vote des Camerounais en ligne, il y aura d'abord, comme je vous ai indiqué, un grand oral. Et toujours en ligne, le grand oral? Un grand oral médiatique cette fois.
Et nous savons bien que... tous les acteurs du processus seront conviés? Bien sûr. Et ceux même qui ne sont pas membres de l'Alliance, qui veulent être candidats à cette primaire ouverte, peuvent déposer leur candidature. Et nous savons bien que Canal 2, qui aime bien le débat politique, le débat d'idées de haute facture, sera partie prenante pour mettre à disposition une équipe, naturellement, pour que les Camerounais pour couvrir cette actualité et cet événement politique inédit et majeur. Merci Boris Billet d'avoir participé à cet échange. Merci à vous, Rodrigue et Aristide, d'être passés par ici. Merci pour vos brillants commentaires. Merci à vous de nous avoir suivis. Le débrief de l'actu est arrivé à son terme. Nous avons épuisé le temps qui nous était imparti. Merci à tous depuis les plateformes digitales de nous avoir suivis. Le professeur Billet qu'on salue respectueusement. Il nous a envoyé quelques pics pendant le programme et on lui présente des excuses au cas où il aurait été froissé. Mais en tout cas, ici, c'est le débat d'idées. On ne le prend pas personnellement. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous devriez retrouver Mathieu Fangwa pour le débrief sport. Restez en compagnie des programmes alléchants de Canal 2 International. À suivre, le grand rendez-vous de l'information, le 19h50, le grand journal, une présentation d'Alain Ghislain Kanga. Prenez soin de vous et bonne fin de semaine. J'y arrive. Bonsoir.